merci d'être avec nous sur la télévision Labari pour un point de l'actualité dont en voici les titres. Deuxième éclipse solaire du 21e siècle après celle de mars 2006. Souvenez-vous, sur le territoire nigérien, le phénomène a débuté à 12h43 et 1 seconde à Niamey et s'est achevé à Difa à 15h46 et 58 secondes. Vous l'avez suivi en direct sur la télévision Labari et nous y reviendrons dans ce journal. À l'international et l'actualité sombre de ce week-end, l'assassinat de 2 journalistes français de RFI à Kidal dans le Nord Mali. Claude Verlon et Ghislaine Dupont ont payé de leur vie en tentant de nous informer. La chasse aux assassins est ouverte. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, merci et bienvenue au journal. C'est la deuxième fois qu'elle se produit en ce 21e siècle. L'éclipse solaire a été observée à travers le monde ce dimanche au Niger. L'éclipse solaire était partielle et s'est produite à Niamey à partir de 12h43 et 1 seconde. Vous avez avec nous suivi l'événement en direct et nous vous proposons de le revivre avec Michel Didi. En direct sur la RTL Niger. Merci pour votre fidélité. Merci de suivre ce phénomène rare. On le disait, le dernier, en réalité, la dernière éclipse s'est produite, c'était, on se rappelle bien, le 29 mars 2006. Et les météorologues, disons les spécialistes de la chose, disent que la prochaine éclipse solaire sera visible en 2017. Vrai et rarissime et différemment interprété dans nos sociétés. Justement, comment nos sociétés le vivent et l'interprètent? Explication du socio-anthropologue Yahya Janjouna que je vous propose de suivre. La science de nos jours donne des explications, mais ce n'est pas tout le monde qui est véritablement convaincu de ce que la science donne, comme quoi c'est un phénomène tout à fait naturel. Alors, lorsque des phénomènes semblables alors se produisent, l'homme apprécie tout acte dans la vie en termes du sacré et du profane. Donc, du moment où c'est un phénomène qui dépasse la compréhension de l'humain, les capacités de l'humain, on estime que c'est venu d'un Dieu, maître de l'univers, parce que l'homme s'est vu lui-même créer et il a vu ce monde dans lequel il se trouve créé. Il sait pertinemment qu'il y a des choses qui échappent véritablement à son contrôle et encore même à sa connaissance. Donc de là, il va estimer que tout ce qui se situe de façon supranaturelle va être considéré comme surnaturel, et lorsqu'il est surnaturel, c'est qu'il renvoie en fait même au sacré. La sacralité renvoie en fait, si vous voulez, à une certaine forme de tremplin par rapport à beaucoup de comportements sociaux. Ce qui est évident, la science a beaucoup contribué à la compréhension et contribue à la tentative de la maîtrise du monde par l'homme. Mais aussi la science, il ne faut pas perdre de vue, a contribué à la destruction de l'humanité, mais elle contribue aussi de façon malheureusement exponentielle à la destruction de notre univers, de notre monde dans lequel nous nous trouvons. Peu importe. Ce qui est évident, la science permet de faire des découvertes. Et ces découvertes permettent à l'homme de comprendre beaucoup de phénomènes qui, jusqu'alors, lui étaient restés inexpliqués et inexplicables. De nos jours, ce genre de phénomènes tels que cette éclipse permettent effectivement de comprendre ce qui se passe. On a compris que c'est un phénomène tout à fait banal, selon qu'on se situe sous l'angle scientifique, qui n'est pas à être impliqué selon une certaine forme de sacralité. Donc que c'est tout à fait profane, c'est un phénomène naturel, tout simplement que la trajectoire parcourue par la Lune se trouve là de façon opposée à celle du Soleil, et que par conséquent le Soleil cacherait, la Lune cacherait alors le Soleil. Donc cela voudrait dire que tout simplement, du moment où les lois de la nature par rapport à l'astronomie sont comprises par l'humain, là, d'un point de vue scientifique, c'est explicable. Mais de l'autre côté, n'oublions pas que jusqu'à preuve de contraire, du moment où l'homme, malgré que l'homme a marché, en tout cas sur la Lune, beaucoup de gens continuent encore à adorer la Lune comme un dieu. Cela voudrait dire que, quoi qu'il en soit, l'homme face à l'inexpliqué, face à son incapacité d'expliquer ou de comprendre certains phénomènes, est obligé
quoi qu'il en soit, en tout cas de faire recours à cette idée du mysticisme, à cette idée du religieux. En sport, hier samedi s'est déroulée la finale du tournoi handi-foot au stade Général Séni Kountché. Elle a mis aux prises les arrondissements communaux de Niamey 2 et 3 et les absents ont eu tort car le match était de toute beauté, nous rapporte Biba Dangoringo et Chebou Guissou. Cette finale du tournoi de handi-foot qui a débuté en octobre dernier entre les deux arrondissements communaux Niamey 2 et Niamey 3 est une rencontre pour la unique à 15 mètres x 2 à l'intention des personnes handicapées passionnées de cette discipline sportive qui varie selon les athlètes. L'handicap n'est pas une fatalité c'est-à-dire n'est pas aussi une incapacité chez nous. Parce que nous sommes en train de briser les barrières, de démontrer aux yeux du monde que malgré notre handicap, nous sommes capables de mener des activités sportives au même titre que les personnes non handicapées. Et c'est-à-dire d'une manière inclusive, nous voudrons démontrer aux yeux de la communauté que les personnes handicapées aussi peuvent contribuer au développement du sport au Niger. Parce que nous voyons que du côté de l'Olympique, c'est-à-dire du sport valide, il n'y a pas eu... Le promoteur du football handicap se dit satisfait au terme de ce tournoi. Vraiment, le tournoi, ça s'est bien passé. Sauf si les difficultés que j'ai rencontrées, c'est le problème de moyens financiers. J'ai eu seulement l'aide de quelques sponsors en matériel. Le plus grand problème quand même, c'est les finances. Parce que j'ai fait ça sur son fonds propre. À la dernière minute, l'ONG CIBIEM vient de me donner 50 idées. Ils vont prendre la charge du premier prix. Ils ont donné ça. Mais sinon, il n'y a pas eu de problème à part ça. Les activités sportives contribuent considérablement à la présentation d'une bonne santé. Ce tournoi est donc une opportunité offerte aux personnes handicapées de la ville de Niamey de s'intéresser à ces pratiques sportives. Un battant, Yacoub Abdou. À l'international, le monde de la presse est en deuil avec l'assassinat hier à Kidal, dans le nord Mali, de 2 journalistes de RFI. Sur le terrain, en reportage, le technicien Claude Verlon, 58 ans, et Ghislaine Dupont, 51 ans, ont été enlevés puis froidement abattus de plusieurs balles à 12 km de Kidal. Retour sur ce crime odieux, abject et révoltant, au dire du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. 3 mois après la présidentielle malienne, Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient de retour à Kidal. Ces professionnels aguerris préparaient une opération spéciale de RFI qui devait délocaliser son antenne au Mali jeudi prochain. Samedi, à la mi-journée, ils quittent le domicile d'un représentant touareg qu'ils venaient d'interviewer lorsqu'ils sont enlevés. Ambéry Agrissa a partiellement assisté au rapt. J'ai entendu un seul coup de feu, apparemment tiré en l'air. Je n'ai pas pu voir combien ils étaient, mais plusieurs personnes qui les ont vus ont dit qu'ils étaient 4. Celui que j'ai vu en tout cas ne porte pas de signes extérieurs qui permettent de l'identifier comme appartenant à une organisation donnée. Ces hommes en armes parlent tamashek, la langue des Touaregs. Ils embarquent la reporter et son ingénieur du son dans un pick-up. Les corps des 2 journalistes seront retrouvés moins de 2 heures plus tard à une douzaine de kilomètres à l'est de Kidal. C'est une patrouille française qui a découvert leurs dépouilles. Mais les militaires n'auraient ni vu ni affronté les meurtriers. Des soldats maliens, des casques bleus de la MINUSMA étaient aussi partis à leur recherche. La région de Kidal échappe encore largement au contrôle de Bamako. Le gouvernement malien a immédiatement réagi et présenté ses condoléances aux familles des victimes et à la France. L'Élysée a organisé une réunion de crise ce dimanche matin pour tenter d'établir les circonstances de cet assassinat. C'est un double crime. C'est un crime contre des personnes qui, je le répète, ont été froidement assassinées dans des conditions odieuses. Mais c'est aussi un crime contre la liberté d'informer et d'être informé.
Les dirigeants de RFI ont aussi été reçus par François Hollande. La rédaction de la radio est traumatisée, mais ne compte pas cesser de travailler au Mali. Nous allons continuer à couvrir ces terrains. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont nous faire taire. Donc voilà, nous allons poursuivre notre mission. Mais là, c'est vrai que c'est le moment de la douleur et c'est le moment du choc. Plusieurs responsables de RFI sont partis au Mali pour rapatrier les corps de leurs confrères vers la France, peut-être dès lundi. Après les mois, l'indignation et les larmes vient certainement le temps de l'hommage à nos confrères. Plusieurs cérémonies sont prévues à ce sujet et c'est de bonne guerre, vous conviendrez avec moi. Les détails. 3 mots, émotion, colère et question. Le Mali pleure Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Les 2 journalistes étaient très connus ici car RFI, Radio France Internationale, est populaire et très écouté au Mali. Le corps de nos 2 confrères arriveront à Bamako aux environs 17h30 au local. Pas de caméra, pas de photo, un moment intime avec les proches et les confrères. Demain, une cérémonie publique rendra un ultime hommage aux 2 journalistes assassinés hier à Kidal. Alors Ousmane, est-ce que vous avez sur place des informations, des précisions, je dirais, sur le film des événements, sur ce qui s'est passé exactement hier à Kidal? Si les conditions de leur exécution restent floues, on a pu reconstituer avec précision l'enlèvement. Alors, nouvelle information, un détail mais important, Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont entre autres reçu chacun une balle dans la tête. Donc une volonté manifeste de tuer. Ce soir, la colère, c'est la dispute aux questions. Pourquoi les avoir abattus? Pourquoi les troupes françaises de Serval, comme la force des Nations Unies, n'ont pu empêcher la tragédie? Pourquoi ce n'est qu'après ce crime que la France se décide à renforcer enfin le dispositif de sécurité à Kidal? Quelle lâcheté. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 sont au pied du mur. L'armée régulière s'est emparée de leur dernier bastion et oblige leur chef à ordonner la cessation immédiate des hostilités et souhaiter la reprise des négociations à Kampala, en Ouganda. Voyons cela. Localité de Bunagana, l'ancien fief des rebelles du M23, désormais contrôlé par l'armée régulière. C'est d'ici que les soldats congolais, appuyés par les forces onusiennes, lancent leur offensive. Nous montons là-haut dans la colline et nous allons tous les tuer. Objectif, déloger les 200 à 300 combattants du M23 retranchés dans ces montagnes qui culminent à près de 2000 mètres d'altitude. Opération militaire toujours en cours au moment où le responsable du M23 appelle à l'arrêt immédiat des combats. Reste à savoir si cet ordre sera entendu sur le terrain par les commandants militaires du mouvement rebelle. Plus au sud, dans les zones reprises par l'armée régulière, ceux qui avaient fui les combats regagnent péniblement leur maison. Nous sommes partis la nuit dernière, nous réfugier au Rwanda. Nous y avons passé la nuit et nous rentrons au Congo puisqu'il n'y a plus la guerre. Dans les villages, on tente de reprendre une vie normale. Le retour au calme, à la sécurité, alimente toutes les discussions. Les langues se délient. Quand je partais au champ, les rebelles du M23 faisaient souffrir les gens, les blessaient, violaient les femmes. Aujourd'hui, les chants et la prière remplacent le bruit des armes. Et point final de ce journal. Merci de votre fidélité, mais ne partez pas, restez avec nous et continuez à nous suivre. Le programme se poursuit. Au revoir.